dans Archives criminelles, votre nouveau rendez-vous bimensuel. Nous allons vous faire revivre les grands crimes de l'histoire pour aller à la découverte, voire la redécouverte de ces grands criminels. De Nanar à Polymon, en passant par Myrtille ou encore Piu Piu, nous enquêterons également sur les 10 suicides collectifs de Saint-Paul, le triple assassinat de la rue Gora-Issac ou encore celui de Mujib Mir, l'homme d'affaires indien. Tout cela bien sûr avec des documents judiciaires à l'appui pour essayer d'apporter un nouvel éclairage et tenter d'élucider les zones d'ombre. Pour ce premier numéro, nous abordons un des plus grands crimes de l'histoire. Un jour d'octobre 1951, 3 hommes, parmi eux un certain Pit Pak, kidnappent, violent et tuent 2 enfants à la citadelle. Comment ce crime atroce a-t-il été perpétré? Comment a-t-on fait pour coincer les coupables? Que s'est-il passé ensuite? C'est une enquête de Nadar Rajen Pillay. Les images sont de Manish Samboulol. Donc entre nous, on se disait de faire bien attention, de ne pas marcher tout seul dans la rue, d'être toujours accompagné. Donc on entretenait une sorte de psychose. Parce que quand moi, je guide des enfants promener à la citadelle, même jusqu'à aujourd'hui, nous toujours imaginons ces affaires, ces histoires, ces l'événement, ces drame qui fait d'arriver dans sa langue. Ça dès l'enterrement là, puis aller, ça m'a le début de la rue des Fauses, dès l'enterrement là, puis aller. Bien s'engraissant, on est à Molisée, comme on fait cause ça, on gagne nos petits enfants. Donc on bien rappeler ça. Le crime de la citadelle ou l'affaire Pit Pak a marqué toute une génération. D'abord par la violence et l'atrocité du crime, ensuite par l'impressionnante condamnation à mort des 3 accusés. Ce drame remonte à plus de 60 ans. N'empêche que nos aînés en parlent toujours. Nous allons comprendre pourquoi. Mercredi 3 octobre 1951. La petite Rabia Mokadam, 5 ans, et son frère aîné Jaimuddin, 8 ans, comme tous les enfants, doivent se rendre à l'école. Quand ils quittent leur maison à la rue Mamelon-Vert à Port-Louis, 1 kilomètre les sépare de leur école à la rue La Paix. 1 kilomètre qu'ils doivent parcourir à pied, 1 kilomètre qu'ils ne feront pas. Au lieu de se rendre à l'école, les 2 enfants vont se balader à la citadelle, un père de voyous. À l'époque, la citadelle devait être moins entretenue qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça ne servait à rien. Et je suppose que on ne les appelait pas encore des sans domicile fixe, mais enfin, c'était des chômeurs, des vagabonds qui n'avaient pas de toit et qui dormaient comme ça un peu à la belle étoile, sous des ponts, dans des caves. Et qui avait compris que la citadelle, c'était un très bon repère. Donc pour des enfants, alors je suppose que nous, à Vaqua, il n'y avait pas le risque qu'on allait se promener tout seul à la citadelle. Mais pour les enfants port-louisiens, la tentation était très grande de gravir la colline et de voir Port-Louis d'en haut. Et c'est cette curiosité qui a été fatale à ces 2 enfants. Sans savoir que le danger les guette, Rabia et Jaimuddin passent plusieurs heures à gambader sur ce qui était pour eux un vaste terrain de jeu. Jusqu'à la dernière minute de leur vie, Rabia et Jaimuddin ont été des complices, comme le soutient leur cousine. Nous dans la rue. Nous avons une discussion, nous là, nous mangons, nous gâtons, nous partagons. Les enfants longtemps, pas de commencer là. C'est une façon. Maintenant, nous, assis des causer, pour comprendre, nous mettons l'un, nous, pareil, ça fait un risque aux camarades. Comme ça, nous, c'est devenu une copine. Leur joie de vivre, leur innocence et leur naïveté à facilement nouer des amitiés ont fait d'eux des cibles faciles. Des voyous, les repèrent et les épient avant de les aborder. Dans l'après-midi, ne les voyant pas rentrer de l'école, les parents de Rabia et Jaimuddin donnent l'alerte. Tout le quartier est quadrillé. L'inspecteur Souben mène les recherches. Le voisinage y participe. Finalement, 2 cadavres sont repérés, flottant dans les réservoirs de la citadelle. Il s'agit bien de Rabia et Jaimuddin.
L'autopsie pratiquée par le docteur Mingard révèle un crime d'une rare violence. Ils ont subi des sévices sexuels avant d'être étranglés. Leurs corps ont ensuite été jetés dans 2 des réservoirs de la citadelle. Les journaux s'emparent immédiatement de l'affaire, qui sera connue comme le crime de la citadelle. Au cours de l'enquête, 300 personnes sont interrogées. 15 habitués de la citadelle sont arrêtés. Parmi eux, un certain Ramnaren Suresh, alias Radeparsad Bidesi. Cet homme, âgé de 20 ans à l'époque, va faire basculer l'enquête. Bidesi se présente comme un témoin oculaire et incrimine 3 hommes. Noël Jérôme Juliette, alias Pic-Pac, 25 ans. Paul Célestin, alias Le Fou, 48 ans. France Edwin Kanji, alias Le Roi, 32 ans. L'enquête préliminaire passe comme une lettre à la poste. Quelques séances seulement et les accusés sont déférés aux assises. Le témoignage de Radeparsad Bidesi a été crucial. Les accusés sont défendus par 3 ténors du barreau, Raymond Huin pour Pic-Pac, Marc David pour Le Fou, Paul Nérac pour Le Roi. La stratégie de la défense est claire, porter atteinte à la crédibilité du témoin Bidesi. Pressé de questions, il avoue avoir été condamné pour vagabondage alors qu'il n'avait que 12 ans. Maître Raymond Huin le mitraille de questions. Avez-vous dit au magistrat que si vous avez suivi Pic-Pac, c'était parce que vous n'aviez pas d'argent, n'ayant pas travaillé? Je n'ai pas dit cela au magistrat. Le matin du crime, vous avez demandé à l'accusé s'il avait quelque chose sur lui. Par quelque chose, vous vouliez dire du Gandia. Lui répond tout simplement Radeparsad Bidesi. Bidesi déclare avoir demandé du Gandia à l'accusé numéro 1. Maître Raymond Huin renchérit. Pourquoi avez-vous surveillé les accusés ce jour-là? Bidesi explique que la veille, il avait travaillé pour 14 roupies et caraïbes frais. Il avait invité les accusés dans un restaurant. Le lendemain, il s'attend à un retour de l'ascenseur, de temps qu'il apprend que Pic-Pac avait travaillé. Mais Pic-Pac lui répond « Caraïso, je n'ai pas d'argent ». Voilà pourquoi, le 3 octobre 1951, Bidesi passe toute la journée à surveiller les accusés. Il allait être le témoin du crime qui allait changer le cours de sa vie. Il prétend avoir tout vu alors qu'il était dissimulé derrière un mur. Depuis le moment où les enfants sont abordés, jusqu'à qu'ils soient sexuellement agressés et tués. Bidesi soutient avoir vu la fillette étendue sur le sol, inanimée. Le juge Haussmann est captivé par son récit. Les 9 membres du jury, présidés par Max Moutia, sont devant une histoire incroyable. Mais Bidesi dit-il la vérité? L'équipe d'archives criminelles est allée à la rencontre de ce témoin. Voici Radeparsad Bidesi en 2012. Il n'avait que 20 ans à l'époque. C'est bien lui qui avait été le principal témoin de la couronne dans l'assassinat de ses 2 enfants. Aujourd'hui, on dirait que le temps pour lui s'est arrêté. Malgré ses 81 ans, il travaille toujours. Son regard est profond. L'approche est délicate. Hein? Non, mais j'ai beaucoup de enfants, tu te demandes avec Pic-Pac. Non, vrai non. Ouais, vous ne pas connaître ça là, moi. Vous m'en connaissez ou tu te connais? Non, vous ne pas connaître moi. Yo, tu te là-bas. Moi, je connais. Mais vos enfants, moi, tu connais maintenant, tu dis que tu Ah, oui, calme. ça fait le métier Bidesi. Allez, correct. Vrai, pas vrai? Oui. C'est pas mine, tu vas l'arrêter, ça. Vous ne dites pas connaître tout ça là. Tu veux, là. Ça vaut l'opinion. Ça, quand sont là, évidemment, tu as envie de lui dire. Ah, c'est quand mon Dieu finit à moi, ou à quoi aller, moi, pour dire que On n'en saura pas plus. Par contre, Mariam Bibi, la cousine des victimes, sème encore plus le doute avec sa version des faits. On dit mon qui ne fait ça là, ça se fait virer que les autres même dans la case. Mais c'était entre eux autres, on connaît que discussion levée. Mais encore je ne garde ça une bonne chose. On s'en va nous enfants là, il y en a. Les autres à l'école, la porte s'est fermée. On comprend moi, là je prends les amis à la cité gâteau. Je connais comme ça moi. Là je prends juste ça là, boutique là, tu précotes l'école même. La cité gâteau, aller à l'année.
On comprend, ça me rappelle ça. Selon des témoignages, ce crime abominable avait comme toile de fond la vengeance. Cette thèse nous a aussi été avancée par Ashraf Mokadam, le frère des victimes, qui nous donne rendez-vous dans un supermarché d'une ville des Plaines Willems. Mais il se rétracte à la dernière minute. Au téléphone, il avoue avoir été kidnappé peu de temps avant les meurtres de son frère et de sa sœur. Et ce alors qu'il était lui-même un enfant. Mais devant la caméra, il ne pipera mot. Ce crime crapuleux avait-il donc comme toile de fond la vengeance? Cette thèse de la vengeance est soutenue par le docteur Mota, psychologue, et appuyée par le sociologue Koudarat. Oui, mais l'innocence de l'objet, ou ça le sujet qui finit servi pour assouvir certains sentiments qui sont un sentiment de rejet, un sentiment de vengeance, un sentiment d'élimination. Ce qui est arrivé du monde là, les trouvent un débouché de cette frustration, cette violence qui est là, cette agressivité qui est là, ils trouvent un débouché à ça. À l'époque là, pour faire une chose pareille, atroce à ce niveau-là, surtout pour les enfants considérés comme innocents, c'est bizarre une petite chose qui finit déclenche parce qu'il y a une moralité de l'époque qui prend ça à faire ça. Donc c'est déclencheur là, on met ça surtout. Donc, ou bien c'est l'alcool, ou bien c'est la drogue. Donc très probablement, il y a une conspiration, il y a des gens qui disent tout ça là, et donc identifier ça des victimes là, get ça ban des gens là, mettre tout ça l'influence là, éventuellement ça ban des gens là passe à là. La conspiration, en tout cas, n'a jamais été évoquée durant le procès. Notre enquête révèle une autre zone d'ombre. Selon les journaux de l'époque, les deux victimes sont mortes le 3 octobre 1951. Or, voici l'acte de décès. Selon ce document officiel, les enfants, en fait, sont morts le 4 octobre à 23 h. Le sociologue Ibrahim Koudarat pense avoir une explication. La nouvelle répond le 3, donc la Gazette rapporte ça le 3, du temps qu'il amène l'école, a fait l'autopsie, etc. Donc le médecin, vu que la technologie est assez limitée, fait qu'au moment qu'il gagne l'école, qu'il constate le décès de 4. C'est ça qui pourrait éventuellement expliquer ça l'écart entre le 3 et le 4. Cette explication est-elle la bonne? Les enfants ont-ils vraiment été tués ce jour-là? Les accusés sont-ils les réels coupables? 25 janvier 1952, les 3 accusés sont condamnés à mort. La foule, massée à l'extérieur de la cour, acclame la décision du juge et des jurés. Les accusés, eux, clament leur innocence, à l'instar de le roi, qui dit n'avoir jamais vu ces enfants-là. Mais la justice a tranché. Pic-Pac le roi, le fou, sont bel et bien dans le couloir de la mort. L'attente va durer 1 mois. Le roi ne cesse de pleurer et de prier. Les 2 autres ont l'air indifférents, comme le personnage principal de L'étranger d'Albert Camus. Et ce, même si le recours à la commission de pouvoir en grâce a été rejeté. 60 ans plus tard, nous avons rencontré Samar David. Parmi les avocats qui ont plaidé cette affaire, il est le seul à être encore vivant. Vous croyez qu'il méritait la condamnation? Lui, s'il est coupable, il est coupable. Donc, s'il est sinon, je peux les jurés vont décider. Le juge, on décide. C'est Ousmane. Et l'a accepté. Il s'interroge toujours si le témoin Bidessi a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Noël Jérôme Juillet, Paul Célestin, France Edwin Kanji sont envoyés à la potence le 23 février 1952. Les protagonistes ne sont plus là, mais la citadelle qui surplombe Port-Louis nous rappelle constamment ce crime atroce perpétré contre 2 enfants innocents. Si le crime de la citadelle vous intéresse, vous découvrirez bientôt en librairie L'histoire d'une vie. C'est un livre écrit par Samar David que Nadarajan Pillay a rencontré au cours de son enquête. Il consacre 3 pages au crime de la citadelle. C'est tout pour ce premier numéro d'Archives criminelles. À bientôt.